Bienvenue pour une séance de mémoire longue sous le patronage de Mnémosyne. Rappelle-nous donc, ô muse, qui était Thierry Monnier? C'est un homme du XXe siècle qui a vécu de 1909 à 1988, c'est-à-dire que sa vie coïncide presque avec le XXe siècle. Il est un peu plus jeune que Sartre, qui était né en 1905. Il est un peu plus âgé que Pierre Boutan ou François Mitterrand, qui sont tous deux nés en 1916. Alors, deux choses ont été très importantes dans la vie intellectuelle de Monnier, c'est la littérature et la politique. Côté littérature, dès le lycée, il a un professeur de lettres féru de classicisme qui lui montre les limites, les défauts, les ridicules même des poètes et des auteurs qui étaient en vogue à l'époque, à savoir les romantiques, et notamment le poète, et on peut dire quasiment le prophète officiel du régime de l'époque, c'est-à-dire la Troisième République, à savoir Victor Hugo. Et tout en leur montrant les limites de ces auteurs contemporains ou récents, ce professeur montre à Monnier et à ses élèves la beauté des auteurs classiques. Des auteurs anciens, comme Homère, comme Virgile, mais aussi les auteurs du grand siècle, comme on l'appelle, les auteurs du XVIIe siècle français, Corneille, Descartes, La Fontaine, Molière, Racine, Pascal, etc. Et Monnier, tout jeune, va se prendre de passion pour les auteurs du grand siècle, et cela va l'amener naturellement à un grand respect pour la monarchie et pour l'idée de monarchie. C'est donc tout naturellement qu'à moins de 20 ans, il rejoint l'Action française, et très jeune, il commence à écrire dans le journal de l'Action française. Au fil des années, il va tellement se lier avec Maurras, qui a pour lui une grande estime, que Maurras va le considérer à un moment comme son héritier présomptif. Pour rappel, Maurras était né en 1868, donc au début des années 30, quand Monnier le rencontre à 20 ans, Maurras, lui, a déjà plus de 60 ans, et il est donc à la recherche d'une relève. Néanmoins, au fil des années, Monnier prend une certaine indépendance vis-à-vis de Maurras. Il mène une recherche assez originale d'une troisième voie entre le totalitarisme et le parlementarisme, où il incorpore sans doute un peu trop d'idées marxistes pour le goût de Maurras. Toutefois, les deux hommes garderont toujours une estime mutuelle l'un pour l'autre, malgré la distance qui pourra les séparer sur le plan des idées. Puis, en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Monnier est mobilisé comme officier. Toutefois, il a un problème de vue qui le rend complètement aveugle la nuit. Et à la suite de cette maladie, si l'on peut dire, il est réformé. Ce qui fait qu'il ne participe pas au combat de 1940. Et après la débâcle, il se replie, comme beaucoup de journaux parisiens, en zone libre, à Lyon. Et il se mit à écrire à Lyon pour le même journal qu'avant la guerre, c'est-à-dire à l'époque Le Figaro. En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre, comme on sait, au mépris de la convention de cessez-le-feu, et Le Figaro décide de cesser de paraître. C'était le gagne-pain essentiel de Monnier. Plus rien ne le retient à Lyon. Il s'ennuyait à Lyon. Paris lui manquait. Il rentre à Paris. Jusqu'à la fin de l'occupation, il va se concentrer sur les chroniques littéraires et aussi sur des ouvrages alimentaires sans aucune portée politique, comme par exemple une histoire de la médecine à laquelle il collabore. Il évite de se mêler de politique et de hurler avec les loups contre les
entre guillemets terroristes, ce qui était l'appellation officielle des résistants sous l'occupation. À la Libération, changement de décor, les victimes deviennent les bourreaux, et les rouges, qui tolèrent à peine les bleus, instaurent un climat de terreur intellectuelle qui va éliminer les blancs de la vie intellectuelle et politique française. C'est, quand on y pense, un tour de passe-passe assez sidérant. Beaucoup de résistants de la première heure étaient des monarchistes. Parmi eux, beaucoup étaient des anciens de l'Action française. Et pendant ce temps-là, en 1940 et jusqu'en 1941, les communistes faisaient copain-copain avec les Allemands en vertu du pacte germano-soviétique. On peut aussi mentionner que de nombreux partisans de la collaboration officielle avec l'Allemagne étaient d'anciens socialistes pacifistes comme Pierre Laval, d'anciens socialistes comme Déa ou d'anciens communistes comme Doriot. On peut aussi rappeler que c'est la chambre du Front populaire qui a signé les accords de Munich et qui a, en 1940, donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour qu'il demande une armistice aux Allemands. Et enfin, cerise sur le gâteau, Jean-Paul Sartre, en pleine occupation, fait jouer ses pièces de théâtre devant des parterres d'officiers allemands. Alors quand on considère tout ça, c'est quand même un tour de magie extraordinaire d'avoir réussi à faire passer les conservateurs français pour des, entre guillemets, collaborateurs, et inversement, les radicaux, les révolutionnaires, ainsi que les partisans du parlementarisme un peu tiède pour des, entre guillemets, résistants. C'est en fait un des nombreux mensonges qui nous empoisonnent depuis près d'un siècle et nous empêche de voir clair sur une foule de sujets aujourd'hui encore. Et le plus grave, c'est qu'en bannissant les conservateurs de la vie intellectuelle à partir de 1945, et ensuite en empêchant par tous les moyens la transmission des idées conservatrices à la génération suivante, l'alliance des radicaux et des libéraux qui prend le pouvoir lors de l'épuration a appauvri intellectuellement et a désarmé politiquement les Français face aux nombreux défis du monde contemporain. Mais passons, ce sera un sujet pour un autre jour. Revenons plutôt à Thierry Monnier. Au moment où l'épuration bat son plein, Monnier n'aboie pas plus avec les loups qu'il n'avait aboyé avec les loups que sous l'occupation. Simplement, les loups ont changé. L'attitude de Monnier, en revanche, ne change pas. En même temps, comme beaucoup de Français, la Seconde Guerre mondiale l'a profondément ébranlé et lui a enlevé beaucoup d'illusions. Il ne croit plus, comme dans sa jeunesse, que les intellectuels aient le pouvoir de changer le monde, et peut-être même qu'au contraire, il croit que les intellectuels ont le devoir de ne surtout pas essayer de changer le monde, car chaque fois qu'ils essaient, on voit le résultat, un régime totalitaire d'une cruauté et d'une inhumanité comme on n'en avait jamais vu en Europe depuis l'Antiquité. Dans les années qui suivent, l'après-guerre donc, Monnier ne milite plus dans un camp ou pour un parti, même si, à l'occasion, il lui arrive encore de prendre position pour ou contre telle cause. Par exemple, il dénonce la dictature soviétique et la fascination des intellectuels occidentaux pour le communisme dans un livre intitulé « La face de Méduse du communisme ». Il plaide aussi pour une certaine idée de l'Europe, et pendant un moment, il se rapproche sur ce sujet de Dominique Vénère. Lors de la guerre d'Algérie, il dénonce l'abandon progressif, puis la déportation brutale des Européens d'Algérie au début des années 60, en vertu des accords d'Évian. Un peu plus tard, en 1973,
il salue la parution du Camp des Saints de Jean Raspail. Et puis ensuite, malheureusement, dans les années 70, il est atteint de la maladie de Parkinson et il prend sa retraite et il se soigne et il finit par mourir à l'âge de 79 ans en 1988. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Monnier, il y a une bonne biographie sur lui qui est disponible en poche, facilement accessible, chez Perrin, qui est signée Étienne de Montetis, le directeur du Figaro littéraire. C'est bien écrit, ça se lit bien, c'est très bien documenté, une lecture vraiment agréable et instructive. Alors je me retourne vers Mnémosyne et je lui demande de nous rappeler un petit peu quelle a été l'œuvre de Monnier. Monnier n'a certes pas laissé d'œuvre majeure. Il n'a pas, comme André Malraux ou Albert Camus, écrit un livre qui a fait date et qui a marqué la littérature du XXe siècle, comme ont pu le faire des livres comme La condition humaine ou L'étranger. Mais outre des pièces de théâtre et des milliers d'articles de journaux, puisqu'il a gagné son pain pendant 40 ans comme journaliste, il a écrit une foule d'essais qui fourmillent d'idées originales, exprimées avec clarté et poésie. Sur Nietzsche, sur Marx, sur la crise de la civilisation, sur le communisme soviétique, sur la poésie, sur Racine, il écrit sur un tas de sujets de façon très intéressante. Et notamment son essai sur Racine, qui date de 1935, est sans doute aujourd'hui son œuvre qui reste la plus connue et la plus lue. Elle est toujours disponible en livre de poche dans la collection Folio Essai de Gallimard. Et le livre le mérite, c'est un classique et c'est un véritable tour de force. Dans ce livre, Monnier ne se livre pas à une analyse de l'œuvre de Racine, mais il partage une intuition. Il partage sa compréhension de l'œuvre et du génie de Racine, et véritablement, il fait apparaître le vrai Racine. Si l'on veut utiliser des termes platoniciens, il dégage l'idée, l'essence de Racine, de son œuvre, et cet essai est écrit dans un style qui est lui-même d'un classicisme, d'une limpidité digne du grand siècle. Les pages sont pleines de poésie, poésie au sens de langage qui dévoile, qui fait voir les choses en profondeur, pas au sens de fioritures, de petites fleurs et de jolis petits colliers de perles qu'on enlace autour des phrases. Et aujourd'hui, on en verra un exemple avec la notion de civilisation. Monnier parle de civilisation avec tellement de sérénité, comme on verra, qu'on en sort comme apaisé et avec un regard presque embelli soi-même. Et non seulement la lecture de Monnier donne des arguments à un conservateur soucieux de préserver ce qui est beau et bon dans la civilisation où il est né, mais il donne envie d'être conservateur. Et puis, dernier éloge que je ferai de Monnier, c'est que c'est un merveilleux styliste. Ceux qui sont sensibles au style, au pouvoir évocateur des mots, à la beauté du langage en général et de la langue française en particulier, se régaleront en lisant Thierry Monnier. Et si, comme le pensait Céline, c'est le style qui fait l'écrivain, je crois que Monnier est un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Maintenant, je voudrais vous parler d'un livre qui est une bonne porte d'entrée dans l'œuvre de Monnier. C'est un livre assez court, qui fait moins de 200 pages. En plus, c'est écrit en gros caractères, il y a des photos, donc c'est vraiment moins de 200 pages. On le trouve assez facilement, on trouve assez facilement des exemplaires d'occasion, par exemple sur le site Abe Books, que vous connaissez sans doute, qui regroupe des libraires d'occasion de tout pays.
C'est donc une œuvre assez facile d'accès à tous les points de vue. Il s'agit d'un guide de voyage en Grèce, paru en 1964, et qui s'appelle « Cette Grèce où nous sommes nés ». Et dans ce livre, à l'occasion de la visite de tel ou tel site, d'Olympie, de l'Acropole, de Délos, Monnier médite sur la civilisation grecque et par extension sur la notion de civilisation en général et sur les lois auxquelles, selon lui, toute civilisation est soumise. Et c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer maintenant, l'idée de civilisation chez Monnier. La civilisation est au cœur de la réflexion de Monnier. L'individu ne l'intéresse pas, et encore moins les sensibleries d'adolescents. Vous vous rappelez comment, dans sa jeunesse, un professeur l'a initié à la beauté du classicisme et lui a montré les limites et les ridicules de la sentimentalité romantique. Monnier est resté vraiment dans cette école de style, dans cette école classique. L'humanité, entre guillemets, ne l'intéresse pas non plus. Monnier ne croit pas en la fiction d'une humanité, grande famille unie où tout le monde s'aime, appelée à marcher d'un même pas dans la même direction vers un avenir radieux. S'il vivait aujourd'hui, en 2023, Monnier ne mordrait certainement pas à l'hameçon du paradis mondialo-transhumaniste que les serviteurs de la bête agitent aujourd'hui encore devant nos nez. Mais passons. Ce qui intéresse Monnier, c'est l'homme dans ses incarnations concrètes, c'est-à-dire les civilisations diverses où il s'est accompli. Monnier appartient à la dernière génération d'Européens pour qui l'opposition entre civilisés et barbares allait de soi, pour qui il ne faisait aucun doute que la Grèce fut la première civilisation de l'histoire européenne, les Celtes et les Germains, par exemple, n'étant que des barbares. Avoir une culture, comme les Ibères ou les Scandinaves en avaient une, ne suffit pas à faire une civilisation. Pour mériter le nom de civilisation, il faut plus. Il faut des monuments de pierre puissants ou élégants, des statues dont le mystère fait rêver, des mythes profonds, des sagesses comme celle d'Héraclite ou de Socrate, des poèmes comme l'Iliade dont la beauté touche au divin et nous fait pressentir des formes en deçà ou au-delà de la matière, des sciences, une astronomie, une géométrie, une organisation en état, une réflexion politique, un sens de l'histoire. Il faut tout cela pour pouvoir prétendre, selon Monnier, au titre de civilisation. Et cela fait que Sumer, Babylone, l'Égypte, la Perse, la Chine sont des civilisations. En revanche, avant les Grecs, tous les Européens étaient des barbares. Et c'est ce qui fait dire à Monnier que la Grèce est la première civilisation non asiatique. Une autre idée, quand Monnier était jeune, dans les années 1920-1930, allait de soi en Europe, celle d'une hiérarchie entre les civilisations. Il était évident, par exemple, que la civilisation grecque était supérieure à la civilisation égyptienne, l'Europe à l'Asie ou à l'Afrique, l'Occident à l'Orient. Dans les années 1960, cette idée n'a plus cours, comme le fait remarquer Monnier à l'occasion d'une comparaison de l'art grec avec l'art égyptien, je cite, « Cette supériorité d'un art sur tous les autres n'a plus cours, et rien ne nous permet de dire l'art souverain de l'Égypte inférieur à celui de la Grèce classique. En 30 ans, incluant une guerre mondiale où les civilisés n'ont rien eu à envier aux barbares, les mentalités ont évolué en Europe. Et cela m'amène
à une réflexion personnelle. On croit souvent que c'est une génération nouvelle qui amène des idées nouvelles, comme si en naissant, une génération naissait avec de nouvelles idées comme par magie. Mais je crois que c'est faux. Je crois plutôt que les changements d'idées, de langage ou de mœurs ne se font pas entre une génération et la suivante, mais plutôt au cours de la vie adulte d'une même génération. C'est la même génération qui change de conception au cours de sa vie, sous l'influence des événements, par exemple la Seconde Guerre mondiale, et aussi au terme d'évolutions spirituelles parfois assez mystérieuses, comme le développement d'une névrose. Et cette génération qui a évolué va transmettre à la génération de ses enfants des idées différentes et parfois opposées à celles qu'elle a reçues elle-même de ses parents. Si on prend des exemples, justement en reprenant la coupure de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les anciens socialistes nationaux allemands des années 30 qui, après la Seconde Guerre mondiale, deviennent des missionnaires de l'égalité et de l'amitié entre les peuples, et qui deviennent presque des fanatiques de la construction européenne. Un exemple, Jürgen Habermas, qui est vraiment un des penseurs qui s'attaque le plus à l'idée de nation fondée sur une tradition après la guerre, c'est un ancien des jeunesses hitlériennes. Entre parenthèses, quand je dis cela, je ne fais de reproches à personne. Il est né dans un pays sous régime hitlérien et quand il était enfant, il a été mis, comme tout le monde, embrigadé dans les jeunesses hitlériennes. Je veux juste souligner le fait que c'est un même homme qui a reçu certaines idées de ses parents et qui a lui-même évolué au cours de sa vie, au fil des événements, au terme de ses réflexions personnelles, et qui change d'idée du tout au tout, développe une philosophie radicalement opposée à celle qu'il a reçue de ses parents, et va transmettre à la génération suivante une philosophie complètement différente. On peut prendre encore un autre exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Brad Pitt, 7 ans au Tibet, ou lu le livre sur lequel le film est basé, puisque c'est une autobiographie. C'est l'histoire d'un alpiniste autrichien, Heinrich Harrer, qui était un nazi convaincu avant la Seconde Guerre mondiale. Et après l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, après les années qu'il a passées au Tibet, au contact des monastères tibétains, il change du tout au tout et il se fait le chantre de la culture tibétaine et de l'idée que les peuples sont égaux en dignité. Si on veut un exemple français, un peu plus ancien, on peut aussi penser au XIXe siècle et à l'évolution d'un homme comme Victor Hugo. Né en 1802, légitimiste dans sa jeunesse, puis orléaniste, puis républicain, puis presque communard, ou en tout cas avec beaucoup de sympathie et de compassion pour les gens de la commune. Et l'évolution de Hugo est le miroir de l'évolution de toute la société française. Et là encore, ce n'est pas une génération nouvelle qui arrive avec des idées nouvelles, c'est le même homme, c'est Victor Hugo, ce sont les contemporains de Victor Hugo dont les idées évoluent au fil de leur vie. Et puis un dernier exemple, plus proche, on peut penser au moteur de l'évolution de la morale sexuelle ces 50 dernières années. Ce ne sont pas des adolescents qui votent la loi légalisant l'avortement en 1975. Ce ne sont pas des adolescents qui votent la loi ouvrant le mariage civil aux personnes de même sexe en 2013. On s'entend que ce sont des gens qui ont sûrement reçu de leurs parents des idées extrêmement différentes et qui ont, là encore, évolué au cours de leur vie, changé du tout au tout,
et qui transmettent à la génération suivante des idées différentes. Et pourquoi est-ce important ? C'est important parce que ça montre que l'évolution des idées n'est pas une fatalité. On entend parfois dire « il faut évoluer avec son temps ». Et on veut dire par là « il faut changer d'opinion, de morale, de mœurs sexuelles, de façon de s'habiller, de langage même ». Il faut renoncer au subjonctif imparfait, puis au passé simple, puis à la distinction entre masculin et féminin, puis que sais-je encore. Donc il faut évoluer avec son temps, comme si les opinions, la morale, la langue évoluaient par magie ou par fatalité ou au terme d'un processus naturel auquel on ne peut rien. Mais non, il y a des gens derrière ces idées nouvelles, cette morale nouvelle, cette langue nouvelle. Il y a des volontés de changer, des volontés auxquelles un conservateur est libre d'opposer sa volonté si ses idées ne lui plaisent pas et si cette évolution lui semble néfaste. Mais revenons à notre matière, qui est la notion de civilisation chez Monnier. Selon Monnier, une civilisation est un être organique, qui obéit à la même loi inflexible que celle du corps humain ou des étoiles, vie, croissance, déclin et mort. Une civilisation naît, traverse un âge enfantin, primitif, puis une période classique qui correspond à l'apogée de sa puissance et de ses valeurs, avant de sombrer dans la décadence ou vieillesse. Et cette trajectoire est toujours la même. L'instant classique dans les arts coïncide toujours avec l'apogée de la puissance, comme l'illustre par exemple à Athènes l'Acropole du 5e siècle, ou en Espagne l'Escurial du siècle d'or, ou en France le Versailles du siècle de Louis XIV. Et puis, le classicisme dégénère en romantisme ou en académisme, et cette dégénérescence des lettres et des arts annonce la décadence de la société au complet. C'est-à-dire que le déclin spirituel et artistique précède toujours et annonce le déclin temporel. Même le goût du public se corrompt, et le public perd jusqu'à la capacité d'apprécier les œuvres de son propre âge classique. Un exemple, c'est le discrédit où est tombée la tragédie racinienne au XIXe siècle. D'ailleurs, dans son essai sur Racine, Monnier souligne le fait que les Français de son temps ne sont même plus capables de goûter les tragédies de Racine. Alors, ne parlons pas d'en produire. Les préalables nécessaires que sont la vertu, certaines mœurs, un certain art de vivre et d'être au monde ont tout simplement disparu. Alors, me direz-vous, si les civilisations suivent une loi inflexible, comme des êtres biologiques ou comme les étoiles, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette idée de fatalité et l'idée de liberté que j'avais mentionnée plus haut ? En fait, non. Il est vrai que les civilisations vieillissent et finissent par aspirer à mourir. Mais même si le hasard ou la providence, je vous laisse choisir le mot qui convient à vos convictions personnelles, donc même si le hasard ou la providence nous a fait naître à un moment de civilisation déclinante, nous sommes libres de choisir notre attitude à l'égard de ce déclin. Allons-nous y contribuer ? Allons-nous accélérer ce déclin ? Par exemple en n'ayant pas d'enfants ou en promouvant l'immigration massive, le métissage universel, l'édification d'une nouvelle tour de Babel,
en faisant apprendre l'anglais à nos enfants et non pas le français, etc. Ou est-ce que nous allons y résister, lutter pour retarder la mort de notre civilisation, comme un bon médecin peut donner des années de vie supplémentaires de qualité à un malade chronique? Donc lutter pour conserver la vie comme un bon conservateur. Nous sommes libres. Nos idées nous appartiennent. Et les idées ont le pouvoir d'accélérer ou de ralentir le cours du déclin. Et accélérer ou ralentir le cours du déclin, c'est finalement tout ce à quoi l'homme peut prétendre. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous n'avons pas le pouvoir de nous rendre éternels ou de rendre notre civilisation éternelle. Nous ne pouvons pas empêcher notre corps ni notre civilisation de décliner et de mourir. Mais nous pouvons nourrir des idées et cultiver des habitudes de vie qui vont nous conserver jeunes plus longtemps en tant qu'individus comme en tant que société. Maintenant, je voudrais revenir à la vision de l'histoire de France qu'a Monnier. Donc pour Monnier, l'histoire de France, c'est l'histoire de la civilisation française qui, comme toute civilisation, suit une trajectoire qui a la forme d'une parabole simple avec un seul sommet, le sommet étant, selon Monnier, le siècle de Louis XIV. Alors, sans même aller jusqu'à remettre en cause la notion de civilisation française, on pourrait dire que la civilisation française n'a en fait pas connu une, mais plutôt deux périodes classiques, très différentes l'une de l'autre. Il y a d'abord eu le XIIIe siècle, le siècle de Bouvines, de Saint-Louis, qui a produit la Sainte-Chapelle, Notre-Dame de Paris, et puis il y a eu l'âge classique du XVIIe siècle, le siècle de Rocroi, de Louis XIV, qui a produit Versailles, l'Amérique française, le tracé des frontières de la France actuelle, de grandes avancées mathématiques et scientifiques, une nouvelle façon de raisonner et de comprendre le monde et l'homme, et les auteurs les plus clairs, les plus profonds, les plus subtils, les plus drôles et les plus poétiques des lettres françaises, Descartes, Corneille, La Fontaine, Pascal, Molière, Racine, Bossuet, La Rochefoucauld, le cardinal de Retz, etc. Ensuite, la pensée a dégénéré en bavardage de salon, puis en logorée de batteurs d'estrade, puis en apitoiements élégiaques, et enfin en nausées complaisantes. Nous sommes au stade des nausées complaisantes. Donc, certes, on peut discerner une ascension, puis un déclin, mais il est difficile de reconnaître dans la trajectoire de la civilisation française une parabole simple. Si l'histoire de France suit une courbe ascendante puis descendante, c'est une courbe avec au moins deux sommets, le XIIIe siècle et le XVIIe siècle. Et il serait vraiment difficile de dire quel siècle est plus haut que l'autre, lequel correspond à l'apogée et à l'âge adulte de la civilisation française. Mais Thierry Monnier fait de l'histoire en poète, et on n'argumente pas avec un poète. Alors, je n'irai pas plus loin, je salue simplement la grande beauté de la poésie de Monnier, ses intuitions, et je m'arrête là. Une leçon que je tire de la lecture de Monnier, c'est une civilisation vieillissante n'a plus d'énergie, n'a plus d'élan vital et elle consent à la mort. Or, nous vivons à une telle époque. Maintenant, faut-il pour autant hâter notre disparition? Il est inutile de rêver de fausses gloires et d'espérer restaurer Louis XIV ou réécrire des tragédies raciniennes.
il est inutile également de larmoyer comme un romantique sur la fugacité des choses. Mais cela n'empêche pas de continuer, de durer, d'être nous-mêmes, de transmettre, sans enflure ni emphase, mais sans reniement non plus. Est-ce qu'un homme de 50 ans doit s'asseoir au bord du chemin et se laisser mourir au motif que sa jeunesse est finie et que sa force décline? Non. À 50 ans, on peut encore courir le marathon. On a encore bien des choses à vivre et à transmettre, nous aussi. Alors, avec une lucidité salubre, la formule est de Monnier, je la trouve très belle, lucidité salubre, avec la résignation virile des classiques, qui s'inscrit dans les frises du Parthénon et dans les vers de Sophocle, il faut vivre. C'était la sagesse des Grecs, accepter le destin et la condition humaine, s'ajuster au monde tel qu'il est. Est-ce que la Grèce d'aujourd'hui est un grand pays? Non. Mais les Grecs d'aujourd'hui ont toujours le même alphabet qu'Homère, le port d'où sont partis les trirèmes qui ont vaincu les Perses à Salamine il y a 25 siècles s'appelle toujours le Pirée, et les enfants des écoles d'Athènes lisent toujours Homère. De même la France. La France d'aujourd'hui est-elle un grand pays? Non. Pauvre France, qui rampe aujourd'hui comme le lion accablé de vieillesse de la fable de La Fontaine, en butte désormais même au coup de sabot des ânes. Mais doit-elle pour autant disparaître? Doit-on pour autant nier que la France existe, que la civilisation française existe? Non plus. Il faut continuer à cultiver avec piété les œuvres des auteurs de notre période classique. Je les cite encore: Corneille, La Fontaine, Molière, Racine, Descartes, Pascal. Tout comme les jeunes Grecs continuent d'apprendre à lire Homère à l'école. Tout comme les jeunes Juifs continuent partout dans le monde à lire la Bible en hébreu dans le texte il y a 3000 ans et perpétuent la culture juive. Il faut être fidèle à l'idéal classique de mesure et de maîtrise de soi. Il faut se tenir dans le juste milieu, à égale distance entre les fanfaronnades absurdes et la négation tout aussi ridicule de notre identité. Car n'ignorait-il que notre langue, peut-on nier qu'il existe une langue française et qu'elle nous vienne de loin, du fond des âges, et qu'elle se soit fixée et définie en même temps que se précisait la réalité de la France, son territoire, son unité, sa conscience d'elle-même et son état? Le poète angevin Du Bellay, à l'époque justement où la France moderne se fixait, s'écriait « France, France, réponds à ma triste querelle », au sens de plainte. 4 siècles plus tard, comme le poète angevin, persistons à invoquer la France, et à la suite de Du Bellay, à son exemple, persistons à illustrer et à défendre la France. Nous sommes des hommes du XXIe siècle. Nous ne sommes pas nés en Attique. Nous n'avons pas eu la chance de tomber dans la marmite du grec et du latin, d'Homère et de Virgile quand nous étions tout petits. Mais à travers Monnier, qui a eu cette chance, qui fut un des derniers Français à avoir eu le bonheur de naître en Grèce, et qui a su en profiter pour écrire dans un style classique et partager avec nous son intelligence des classiques et son émerveillement, nous pouvons en avoir un reflet et même une connaissance, une intuition. Alors profitons-en, lisons Monnier, lisons son essai sur Racine, son guide de vacances en Grèce, entrecoupé de méditations sur l'histoire et sur l'art. Nous ne serons pas déçus du voyage,
et nous en sortirons sûrement meilleurs. Sur ce, portez-vous bien, bonne lecture au pluriel, et que la muse de la mémoire, Mnémosyne, vous inspire et vous guide.